Donc moi je travaille au CIVAM Bio des Pyrénées-Orientales, j'anime un GI2E qui s'appelle les couvreurs de vignes, où on a pas mal travaillé du coup notamment sur tout ce qui est couverts végétaux. Une des questions principales qui est ressortie assez vite dans le groupe, c'est que les semis étaient relativement maîtrisés, une assez grande technicité déjà, des gens qui semaient depuis longtemps. Donc très vite il y a eu des enjeux autour de qu'est-ce qu'on fait de l'herbe qu'on a réussi à faire pousser, comment on la détruit, et puis quel va être son impact finalement sur le sol et sur la vigne. Pour préciser que nous, on est quand même dans un contexte relativement sec, allez, 450 mm de pluie en moyenne sur une campagne de septembre à août, moins certaines années très sèches, on peut descendre à 300. L'irrigation qui n'est pas systématisée, et même dans les cas où on a de l'irrigation, on se dit qu'il y a quand même suffisamment de conflits d'usage sur l'eau là, pour ne pas utiliser de l'eau pour faire pousser des couverts, quoi. Donc l'idée d'implanter des couverts, mais tout en préservant la ressource en eau, qui chez nous est vraiment compliquée. Et, c'est quand même assez généralisé sur le pourtour méditerranéen. Juste pour rappeler qu'il y a évidemment plein de types de couverts possibles, plein de possibilités d'enherbement. Alors je vais principalement moi vous parler du coup des engrais verts temporaires qui sont semés avec différentes modalités de destruction. Mais il faut évidemment rappeler qu'il y a aussi des enherbements permanents qui existent, voilà, des espèces pluriannuelles qui là sont vraiment très concurrentielles, à la fois sur le bilan hydrique mais aussi sur l'azote. Des espèces annuelles qui sèchent tout seules et qui se ressèment, qui ça à mon avis sont très, très intéressantes et on commence à regarder tout ça. Et évidemment aussi du coup ne pas oublier à chaque fois qu'il y a le spontané, on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut rendre des services vraiment intéressants sur la portance, sur l'érosion, typiquement c'est des choses qui marchent très bien, quoi. Et surtout ne pas oublier que tout ça c'est combinable à la parcelle et que du coup on arrive sur des itinéraires techniques qui sont parfois assez complexes et qu'il y a quasiment presque autant d'itinéraires techniques que de vignerons, quoi. Alors je vais vous présenter du coup pêle-mêle quelques résultats qu'on a eus. Première chose qui est intéressante à voir, là vous avez une représentation de la tensiométrie, donc de l'humidité d'un sol. Donc en bas là vous êtes sur un sol qui est saturé en eau. Là, vous êtes sur un sol qui est au plein de flétrissement, donc qui commence à sécher. Et là, on a sur une parcelle, en 2018, on a comparé du coup un témoin qui est en rouge et en vert un couvert végétal assez basique à avoine févrole, qui est du coup semé en septembre et détruit début avril. Et on voit que bien après la destruction là, qui a lieu au printemps, on a un effet positif du couvert végétal sur l'infiltration en eau. Ça a déjà été souligné, mais c'est vraiment important de le redire. Un couvert végétal permet d'infiltrer l'eau. Et notamment, et ça on l'a vu sur plusieurs années, même quand il a été détruit. Parce qu'en fait, quand on détruit un couvert végétal, on détruit que la moitié du couvert, quoi. Il y a encore la moitié du couvert, toute la partie immergée de l'iceberg qui reste en place, tout le réseau racinaire qui est ultra important. Une illustration de ça, une photo là, semée un rang sur deux, on est au débourrement. Vous voyez, ça c'est une parcelle qui a été semée un rang sur deux. On voit très bien là où le couvert végétal a été semé, alors que là où ça n'a pas été semé, on a des ornières. Ce qui pose des soucis bien sûr en termes d'infiltration de l'eau, mais aussi de portance et de plein d'autres choses, quoi. Première chose qui nous a quand même interloqué là dans les premiers suivis qu'on a fait, c'est le même graphe là que je vous ai présenté tout à l'heure, mais avec un rouleau FACA. Sur les 8 parcelles que j'avais suivies cette année, c'est la seule parcelle où mon témoin enherbé, où la modalité enherbée était plus sèche que le témoin. Ça nous a quand même beaucoup interloqué, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est vraiment lié à la qualité de la destruction et qui est vraiment pas évidente sur les mulches, quoi. Je vous présentais un autre petit essai qu'on a fait, toujours pareil, sur un mélange vraiment un peu standard, graminées, légumineuses, crucifères, semé début septembre et détruit début avril, sur 2019, qui est millésime 2019, donc qui était quand même une année très très sèche chez nous, 300 mm. Ce qu'on s'est rendu compte du coup en comparant une partie enherbée et une partie témoin, c'est qu'on a séché complètement le sol en fait, et notamment au courant du mois d'avril. Là vous avez les valeurs d'humidité relative qui sont prises avec une sonde TDR à différents horizons. Et en fait, les chiffres parlent, mais de le voir sur le terrain en faisant la fosse, c'était encore plus parlant. Même le prestataire s'en est rendu compte avec la mini-pelle, quoi. On avait complètement asséché le sol en fait, sur cette partie avec l'engrais vert. Donc voilà quand même des enjeux forts autour de la destruction et du pilotage de cette destruction qui n'est pas négligé en contexte méditerranéen, surtout les printemps secs. Là, un impact fort quand même, on est passé de 2 kg à 3,7 kg sur ce petit essai.
Donc après, il y a des acceptabilités de la concurrence, on en a beaucoup parlé en introduction, dans la première tour de table, mais c'est un vrai enjeu. Et on a même eu du coup des influences sur les réserves glucidiques, là, sur la mise en réserve des bois, où du coup on pourrait penser que le couvert végétal va amener un plus, et finalement c'était pas le cas parce qu'il y avait trop de contraintes hydriques, quoi. Donc moins de minéralisation dans le sol. Bon, je passe très vite, mais on pourra y revenir un peu plus en détail si besoin. Toujours pareil, des sondes tensiométriques installées à différentes profondeurs, 30 et 60. Là, sur un exemple d'un couvert qui n'est pas détruit, pour essayer de voir jusqu'à où on peut aller et comment piloter justement ces couverts. Vous voyez en orange et en rouge du coup le témoin, et là par exemple un mélange pareil standard en vert. On voit qu'on assèche le sol en fait jusqu'à fin février, on est bien, et après en fait en mars il se passe beaucoup de choses. C'est lié à l'augmentation du cycle lumineux, à l'explosion de la végétation, des températures, qui fait qu'on peut complètement assécher un sol à cette période-là. En tout cas sur des printemps secs comme 2019 ou 2021, ou 2016 encore pire, quoi. Donc là, ça fait quand même des différentiels d'humidité dans le sol qui s'étalent sur une longue période. Vous voyez que là, on est encore bien pourvu en eau fin mai, alors que là, on a asséché le sol depuis un sacré bout de temps, quoi. Donc il y a quand même des enjeux forts autour de ça. Là, je vous ai mis un exemple du coup d'un mélange de culture, enfin de couvert permanent qui va sécher tout seul avec des espèces qui sèchent et que c'est assez intéressant. Ça début courant juin, on arrive à avoir un beau mulch qui sèche sur place. Par contre, on assèche le sol relativement rapidement aussi, quoi. Donc attention à ça. D'ailleurs, une illustration de ça, sur le graphe précédent, là, on a asséché plus vite le sol avec le mélange de trèfle annuel, alors que la biomasse était moindre par rapport à un engrais vert plus classique, qui a finalement moins asséché le sol que le couvert de trèfle, qui en fait a une biomasse un peu moindre, mais une surface foliaire très très importante. Et c'est finalement cette surface foliaire qui est le plus important dans la gestion de la concurrence hydrique, quoi. Qui dit contrainte hydrique dit aussi contrainte azotée, parce que quand on n'a plus d'eau, il n'y a plus de minéralisation dans le sol. Un exemple là de cette année, où vous voyez, on a fait un essai avec différentes modalités de destruction, des biomasses qui sont exprimées là en plein, mais qui sont quand même relativement importantes, 4 tonnes 5, 7 tonnes 2 de biomasse sèche exprimée en plein, donc il faut à chaque fois multiplier par 0,5 pour la biomasse qui est réellement restituée à la parcelle. On pourrait s'attendre à des reliquats azotés beaucoup plus importants avec des biomasses très importantes, notamment avec une bonne proportion de légumineuses. On se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. C'est finalement les modalités broyées les plus tôt, voire même le témoin, qui sont les mieux pourvus en azote. Ça peut paraître assez surprenant, mais en fait c'est directement lié avec la tensiométrie du sol. Là vous avez toujours le même schéma de tensiométrie, sol humide, sol sec. Sans surprise, les modalités qui sont les plus sèches sont celles qui ont le moins d'azote, même si on met une très grosse biomasse dessus, quoi. Donc ça, voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Et alors attention, là, les éléments vont quand même être restitués à un moment donné, mais ce sera plutôt à la mise en réserve sur la période de l'automne. Ça aura un impact beaucoup moins fort sur le cycle de l'azote à floraison de la vigne, quoi. L'incidence, on la retrouve aussi dans les mous, du coup, et on sait que c'est quand même un enjeu, notamment pour des gens qui vont vers des vinifications naturelles avec des levures indigènes, où d'avoir de l'azote dans des mous, c'est quand même important. Là, on voit directement l'impact des reliquats azotés et de la tensiométrie sur le niveau d'azote assimilable dans les mous. Donc ça, c'est quand même un enjeu fort pour beaucoup de domaines actuellement. 2 minutes. Je vais passer très très vite, ça je voulais quand même vous le laisser. C'est plutôt des espèces de simulations de bilan hydrique qu'on fait sur des formations, des choses comme ça qui sont quand même assez intéressantes pour aider à comprendre ce qui se passe au niveau du sol et au niveau de l'eau dans le sol. Ce qui se passe quand on compare différentes couvertures de sol, des engrais verts gazonnants, des engrais verts plutôt de type biomax, un mulch bien réalisé, un mulch mal réalisé avec des espèces qui ne sont pas adaptées, comme l'avoine, comme la vesse. Quand on compare le bilan hydrique de ces couvertures de sol-là par rapport à des sols nus, on est souvent positif. Et c'est souvent ce qui ressort dans la bibliographie. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une période de 2 mois au printemps où le profil superficiel du sol va sécher, où on n'aura plus d'évaporation du sol. Par contre, le couvert va continuer à transpirer en profondeur.
Et du coup, ce même bilan hydrique sur cette période donnée de 2 mois au printemps, là, il est complètement différent, puisqu'on n'a plus d'évaporation dans le sol. Et du coup, le bilan hydrique, il s'en retrouve beaucoup moins positif pour les différentes couvertures de sol. Donc ça, c'est quand même super important à comprendre. C'est notamment des travaux de Jean-Christophe Payan à l'IFV, qui a travaillé sur les couvertures de sol, qui a montré que finalement, un mulch placé trop tard n'avait aucun impact sur le stress hydrique sur la vigne, avec des mesures de chambre à pression, de delta C13, de poids de baie. Donc voilà, vouloir assécher son sol pour faire un mulch qu'on positionne trop tard n'a aucun intérêt. Donc tout ça, ça nous amène à des modèles, des règles de décision, savoir en fonction de la période de repos végétatif ou de la croissance de la vigne, quand est-ce que je peux me permettre certaines choses. Et encore une fois, on en a beaucoup parlé en introduction, c'est à chaque fois une question d'acceptabilité aussi de la concurrence. Voilà, on peut, notamment en vigne, on a des valeurs ajoutées qui sont relativement importantes parfois. On peut se permettre d'autres choses qu'on ne pourrait pas se permettre sur d'autres systèmes. C'est fini. Allez. Et je vais aux conclusions. La dimension mentale, mais plein de gens en ont parlé avant. Le fait de choisir des espèces qui sont adaptées, c'est quelque chose de très important. On fait beaucoup de caractérisation d'espèces, avec des cycles de floraison, etc. Et voilà, en climat méditerranéen, quand on couvre un sol, si on maîtrise le semis et qu'on couvre un sol tôt, là vous avez un exemple en 2020, en début novembre, là on va avoir une biomasse qui va faire 3-4 tonnes de matière sèche, et où on peut se permettre de détruire relativement tôt, du coup. Et je vais m'arrêter là, les conclusions, ce sera pour